Voilà. Donc, je vais commencer par une première partie chimique. Est-ce qu'on peut réellement identifier des restes de bière par les analyses chimiques? Et donc, je ferai un premier bilan bibliographique et après, ferai un point sur les méthodes que l'on peut utiliser et les méthodes qui sont envisageables pour le futur. Donc, voilà par exemple trois grandes études qui ont été publiées, donc d'identification de bières néolithiques en Chine, de la bière de riz par McGovern en 2004, une bière de maïs ou chicha au Pérou par Hayashida en 2008, et puis de la bière de céréales, dont entre autres de l'orge en Égypte, par différents auteurs, donc entre 96 et 2005. Alors on va s'intéresser à ces publications et voir ce qu'il en est. Alors la première sur l'identification de bières au néolithique en Chine. Donc les auteurs se sont intéressés à une série de vases et ont identifié, ont cherché à analyser les résidus organiques qui étaient soit à la surface interne des vases, soit imprégnés à l'intérieur des pores de la céramique. Donc là, je vais parler un petit peu chimie et extraction, parce qu'il faut savoir que pour faire des analyses organiques, il faut extraire la matière organique et la séparer du support minéral, donc de la céramique, pour avoir des résultats fiables et sensibles. Donc, suivant le solvant que l'on utilise, on extrait différentes euh, familles chimiques. Donc là, les auteurs ont utilisé un mélange chloroforme-méthanol ou aussi de l'hexane aux ultrasons ou à reflux, donc en faisant bouillir le solvant. Ça, c'est la méthode utilisée dans tout l'article. Alors, les premières analyses qui ont été faites, donc, ce sont des spot tests. Alors, il faut savoir que les spot tests, c'est une méthode qui a été développée dans les années 50 par des pharmacologistes qui, en fait, étudiaient les plantes et recherchaient des principes actifs dans les plantes. Donc là, c'est utilisé pour rechercher de l'acide tartrique ou de l'acide oxalique. Donc, j'en reparlerai juste après, notamment l'acide oxalique. Et puis, ces mêmes pharmacologistes qui avaient développé ce test se sont rendus compte qu'en fait, il y avait énormément de faux positifs. Et dès le milieu des années 60, ils ont dit que ce test donnait tellement de faux positifs qu'à partir de plantes actuelles, qu'en fait, il n'avait pas grande valeur et qu'il fallait plutôt l'abandonner. Et hélas, en archéologie, on a des matériaux qui sont pourtant dégradés, qui sont présents en petite quantité, qui sont très contaminés, notamment par l'environnement, par le sédiment. Et malheureusement, ces spot tests sont très utilisés. Donc, je l'avais démontré pour le vin déjà. Là, c'est exactement pareil pour l'acide oxalique. En fait, c'est pas du tout des tests fiables. Et comme le préconisent les inventeurs, les pharmacologistes, il faut vraiment abandonner ce test. Ensuite, la deuxième étude était menée en spectrométrie infrarouge. Donc, TF, c'est la transformée de Fourier. C'est une petite amélioration sur un extrait organique obtenu au méthanol. Donc, là, il faut savoir que l'infrarouge ne permet d'avoir qu'une empreinte globale de la matière, à savoir si telle ou telle fonction chimique est présente, savoir s'il y a des fonctions acides, des fonctions alcool ou cétone, mais en aucun cas on identifie une molécule. Et c'est très imprécis et en tout cas, on ne peut pas identifier un marqueur précis. Donc vraiment, la spectrométrie infrarouge, elle est vraiment à délaisser en archéologie. Ensuite, il y a des méthodes un peu plus convaincantes. La chromatographie en phase gazeuse, donc GC en anglais, couplée à la spectrométrie de masse. La première est une méthode séparative qui permet de séparer les molécules et la deuxième de les identifier. Donc voilà l'extrait en bas à droite de l'article, l'extrait organique qui a été obtenu à partir des imprégnations de la paroi interne de cette cruche. Et voilà le chromatogramme, donc c'est très bien parce qu'il est publié. Et là, en fait, c'est un massif d'alcanes. Et vous voyez que les numéros 23, 24, 25, 26, 27, etc., jusqu'à 36, c'est le nombre d'atomes de carbone de ces alcanes. Et là, on voit qu'on a une distribution gaussienne. On a autant de pairs et d'impairs.
Et la conclusion dans l'article est que c'est dérivé de cire végétale et ou de cire d'abeille. Et ensuite, bon, j'ai pas repris l'article, mais l'auteur prend les arguments comme quoi, au cours du temps, notamment dans les échantillons fossiles, on a une distribution qui change. Alors voilà, je vous ai mis en haut pour comparaison une cire d'abeille que j'ai identifié dans un vase à parfum étrusque du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et là, on voit bien les alcanes, 25, 27, 29, 31. Donc moi, j'ai que les impairs. McGovern a les pairs et les impairs en même proportion. Et en plus, j'ai tous les alcools pairs, 24A, 34, plus des monoesters, là-bas à droite, qui sortent de l'écran. Donc ça, c'est vraiment une combinaison de biomarqueurs de cire d'abeille. Ici, on voit que McGovern, il a que les alcanes, autant de pairs et d'impairs. Donc, il a beau dire qu'en fait, le profil des alcanes de la cire d'abeille au cours du temps, on aura autant de pairs et que d'impairs. Donc, ça, c'est pour les matériaux fossiles. Seulement, les matériaux fossiles, c'est sur des millions d'années. Et là, on voit que, en 2700 ans, une cire d'abeille, elle ressemble toujours à une cire d'abeille moderne. Et là, en fait, il a que des alcanes, il n'a pas d'alcool, il n'a pas de monoester. Et en fait, ça, c'est pas du tout un profil de cire d'abeille ni de cire végétale, mais hélas de plastique. Donc, l'échantillon est très pollué. Il n'y a pas de cire d'abeille, il n'y a donc pas de miel, pas d'hydromel. Donc voilà, c'est une fausse identification. Quatrième méthode qu'il utilise, la LCMS, donc l'équivalent de la GCMS, mais en chromatographie en phase liquide. Et là, il identifie de la bêta-amyrine, de l'acide oléanolique. Alors, voilà le chromatogramme obtenu, là, en bas à droite. Donc, le troisième pic, c'est la bêta-amyrine. Alors, première chose étonnante, c'est que cette amyrine, bon, il y en a dans tous les végétaux, mais quand même en très faible quantité. Donc là, c'est assez étonnant de la voir aussi présente. Donc, pourquoi? C'est bizarre. Deuxième chose, le spectre de masse est publié, ce qui tombe bien. Donc, quand on fait des analyses LCMS, en fait, la molécule M, elle est avec un proton H+. Et donc, ce qu'on doit détecter, c'est la masse de la molécule, qui fait 426, plus un proton, 427. Et là, on voit dans le spectre en bas à droite, on a 426. Donc, c'est pas bon. Et si on prend le spectre de référence, donc ça, c'est une base de métabolites canadienne, où il y a tous les spectres beaucoup de spectres de référence de molécules. Donc, on a bien le 427 et le 409, parce que la molécule perd de l'eau, donc perd 18. Et là, qu'est-ce qu'on voit sur le spectre de McGovern? Ça perd 15. Et 15, c'est un méthyle, c'est pas de l'eau. Donc, le 426 est faux, le 411 est aussi faux. La bêta-amyrine, elle est anormalement concentrée. Donc là, il y a un gros problème sur cette analyse. Voilà, donc on doit écarter ce résultat. Et enfin, dernière chose, le riz est identifié. Donc par quelle source? En fait, il n'y a pas de molécule ici qui est spécifique qui a été détectée. Donc, il utilise les identifications, les rapports isotopiques stables du carbone, donc notamment la proportion de carbone 13. Et en le comparant, donc le riz, le millet, avec les échantillons archéologiques, il voit que moins 25, moins 28, ça correspondrait au riz. Sauf que là, on voit que la base de données, en fait, elle est très limitée et focalisée, orientée un petit peu vers le riz. Et puis d'autre part, l'auteur oublie que l'échantillon est extrêmement pollué, donc il faudrait prendre la contribution isotopique des plastiques. Donc voilà, dans cet article, il y a vraiment trop d'erreurs de méthodologie et d'interprétation. Donc, hélas, on ne peut pas dire que la bière a été identifiée. Donc, pour éviter ce genre d'erreur, donc j'avais fait ma thèse sur le vin et j'ai commencé à travailler sur la bière depuis une dizaine d'années. Bon, c'est pas mon grand sujet d'étude, donc voilà, c'est pas très avancé. Donc, j'ai développé plusieurs collaborations. La première avec Fanny Maury à l'Archéosite de Montances, qui, notamment pour les Journées du patrimoine, refaisait de la bière dans des grandes jarres. Et elle avait toujours un dépôt au fond, un dépôt un peu marron qu'elle m'avait demandé d'analyser. Et donc, hélas, je n'ai pas pu faire les prélèvements tout de suite. Donc, il y a beaucoup de moisissures qui s'étaient développées. Et
j'ai pu identifier quelques marqueurs, mais en tout cas, pas d'acide oxalique comme dans les 3 articles cités précédemment, il était fait référence. Ensuite, pendant plusieurs années, on a collaboré ensemble avec Noémie Ledouble, qui a fait un mémoire de master sur la bière. Et donc, elle a fait de la bière avec des recettes le plus simple possible. Et donc, j'ai fait des analyses au fur et à mesure des années. Et à chaque fois, suivant les résultats obtenus, en fait, on modifiait les paramètres du brassage pour avoir le moins de paramètres non contrôlés voilà, pendant le brassage. Donc, différentes méthodes d'échantillification ont été testées, au lait, à la graisse, d'ensemencement aussi, pour lancer la fermentation, notamment l'utilisation du raisin. Et ce que je retrouvais à l'analyse, c'était toujours énormément de sucre, donc des sucres simples, des monosaccharides, des di et des trisaccharides. Donc ça, bon, c'est normal, on les retrouve dans tous les fruits, dans les céréales, donc qui proviennent de l'hydrolyse progressive de l'amidon, et des polyols qui, en fait, ne sont pas vraiment naturels, donc issus des sucres en C4, notamment le butanediol. Mais le problème, c'est que ces marqueurs, ils sont quand même assez solubles dans l'eau. Donc, à chaque expérimentation, donc j'ai repris les expériences faites avec Fanny Maury, je retrouve bien ces polyols. Le problème est, comme ils sont assez solubles dans l'eau, c'est possible qu'au bout de 2000 ans, en fait, on les ait perdus. Et puis, donc on a lancé une 3e étude, expérimentation avec Sébastien Gessé à Orléans. Donc cette fois-ci, pour s'affranchir en fait des interactions entre la céramique et la bière, on travaille en cuve en inox, donc tout simplement pour éliminer un paramètre. Et donc voilà, c'est une étude en cours qui porte notamment sur l'analyse des dépôts cristallisés qui se forment lentement au fond de la cuve. Alors, de toutes ces analyses, en fait, je n'ai jamais identifié de traces d'acide oxalique ou d'oxalate de calcium. Donc là, j'utilise le protocole que j'avais développé pour identifier des traces de raisin et de vin. Et ce protocole est compatible avec l'extraction et la détection de l'acide oxalique, parce que j'en retrouve dans quelques échantillons archéologiques. Mais là, dans tous ces échantillons, je n'ai jamais vu la moindre trace d'acide oxalique. Alors, qu'est-ce que c'est que cet oxalate de calcium qui est souvent utilisé comme marqueur de la bière? Donc, en anglais, il est appelé beer stone et il se forme pendant la fermentation et pendant le stockage. Donc, selon certaines sources, c'est un constituant majoritaire. Donc, voilà, plus de la moitié de la matière constituant ces cristaux. Et donc, il se forme sur la surface interne des cuves de fermentation et de stockage. Donc, si l'on regarde où est-ce qu'on trouve cet oxalate de calcium, donc l'article de Sinner 2017, publié dans le Journal of Food Composition Analysis, on voit que l'acide oxalique et oxalate sont assez présents dans le thé vert et le thé noir. Donc ça, c'est pour des infusions de 100 millilitres. Donc on en a 3 à 6 milligrammes. Dans des infusions de plantes, en gros moins de 1 ou 2 mg, dans du vin blanc 0,3 mg, dans de la bière, donc ici c'est non alcoolique dans cette publi 1,8 mg et du malt d'orge 1,8. Donc on voit que dans la bière et dans le malt d'orge, il n'y a pas trop d'acide oxalique oxalate. Par contre, dans les thés, il y en a énormément plus. Et si on regarde, on fait un peu de biblio en chimie alimentaire, on se rend compte que l'acide oxalique, il est très présent dans certains végétaux, notamment l'oseille, l'épinard, la rhubarbe. Donc en fait, l'acide oxalique n'est pas vraiment spécifique à la bière. On peut se demander aussi par quel mécanisme il est formé et quand est-ce qu'il est formé. Donc là, j'ai repris des expérimentations, un site très bien fait, donc du brasseur Graham Dineley, qui dit que les précipités, donc voilà une photo extraite de son site, donc c'est exactement le même genre de précipité qu'on avait dans les jarres de Montance. Ce précipité, en fait, ce n'est pas de l'oxalate de calcium, c'est surtout un complexe de protéines, d'acides aminés et de lipides qui sont agrégés autour de quelques cristaux d'oxalate de calcium.
En plus, le problème de ce dépôt, c'est qu'il moisit. Et ici, il moisit, c'est pas du tout à cause de l'oxalate de calcium, qui est quand même très minéral, mais ce sont les protéines qui moisissent. Et puis, cet oxalate de calcium se forme très lentement et uniquement donc là où il y a eu un contact très long, prolongé. Donc, on le retrouve uniquement dans les vases de fermentation et les vases de stockage, mais absolument pas dans les vases servant à boire. Et dans ce site, il y a eu une interview très intéressante de McGovern qui dit je n'ai jamais fait de bière, mais peut-être que je devrais en faire pour mon expérience. Et c'est vrai que, en fait, quand on fait de l'archéologie expérimentale, quand on va voir des brasseurs, on voit une toute autre réalité. Et ce qui sortait de la littérature, on va dire, de ceux qui font des analyses sur des matériaux archéologiques, notamment les beer stones, personne n'a vérifié en fait la validité de ce marqueur. Alors donc on voit que ces Beerstone, donc la détection de l'oxalate de calcium par le test de Feigl est tout à fait infondée. Et puis en plus, on ne peut pas identifier de la bière systématiquement par la présence de ces cailloux. Alors, d'autres pistes ont été proposées dans la littérature, notamment les bactériopanes. Donc ça vient d'un article publié en 2014 de l'équipe de Bristol, dirigée par Evershed, donc article de Correa Asensios, sur de l'archéologie expérimentale et de l'ethnographie, donc expérience réalisée au Mexique central avec la fabrication d'une boisson fermentée, le pulche, à partir de sucre d'agave. Donc les céramiques ont été chauffées, les mêmes expérimentations ont été faites en imprégnant des tessons et en les chauffant à 100 degrés pendant 2 jours, en fait, pour les faire vieillir. Mais là, pareil, gros problème, les vieillissements à 100 degrés rapides et sur plusieurs mois ou années, ça conduit à des états dégradés, mais c'est pas les mêmes. Ces bactériopanes sont formées par une bactérie, la Zymomonas mobilis, qui produit de l'éthanol. Et voilà à quoi ressemblent des bactériopanes. Donc, c'est des molécules avec 4 cycles à 6, 6, 6 et 5 atomes de carbone et des chaînes sur le côté donc, qui grandissent de 2 à 7 atomes de carbone. Donc, à partir de ça, ils en ont déduit que les bactériopanes pouvaient être un marqueur de boissons fermentées, notamment à base d'agave et plus généralement de bière. Donc, cet article pose aussi problème d'un point de vue historique, culturel et méthodologique. Donc, d'après Alessandra Pecci, qui travaille, elle, depuis plus de 20-25 ans dans le Mexique, au Mexique tous les ans, notamment en ethno et en archéologie expérimentale, connaît bien les boissons fermentées. Et en fait, l'expérience menée ici ne correspondait pas vraiment à ce qui est fait localement. D'un point de vue chimique, problème aussi. Alors, ces bactériopanes, en fait, moi, je les retrouve depuis que je fais des analyses d'un peu partout, donc depuis 20-25 ans. Je les retrouve un peu partout, mais généralement, je les retrouve dans toutes les céramiques d'un même site. Donc, j'ai retrouvé en Étrurie, j'ai retrouvé sur des vases de Vix, enfin, c'est très général en France, en Espagne. Et en faisant de la bibliographie en biogéochimie, je me suis rendu compte que ces composés se retrouvaient dans la tourbe. Et là, c'est un article de Ingils de 2018, donc en biogéochimie, voilà, et qui s'intéresse justement à ces bactériopanes. Et là, en fait, dans la tourbe, elle retrouve les mêmes. Donc, on pourrait dire que les bactériopanes, c'est pas vraiment des marqueurs de bière, mais plutôt de whisky. Et donc voilà, et ce qui est intéressant, c'est que Ingils faisait partie de l'équipe d'Evershed. Donc vous avez 2 versions différentes de l'interprétation des bactériopanes en 2014 et en 2018, sans qu'il ait été fait de correctifs sur l'identification de bière à partir de ces marqueurs. Un autre article récent, donc de Perucchini, ça c'est l'université de Glasgow. Dans cette étude, les vases étudiés, donc qui proviennent, je crois, d'Iran, des monts Zagros, de mémoire, mais j'en suis pas sûr, ne présentent aucun résidu visible en surface. Donc ça, c'est assez normal. Elle a étudié les imprégnations des pâtes céramiques et a trouvé les marqueurs suivants.
Alors, acide phosphorique, acide acétique, acide propionique, ces acides, en fait, sont très solubles dans l'eau et souvent ne sont pas retrouvés. Acide benzoïque, celui-ci, en fait, on le retrouve très, très souvent. C'est un marqueur qui provient de dégradation de la matière végétale. Ce qui est le plus intéressant, c'est les acides hydrocinamiques et méthoxycinamiques qui, eux, se retrouvent dans certaines bières actuelles, alors pas toutes. Ils sont produits par des champignons, par la dégradation de cire, mais on peut rajouter aussi qu'on les retrouve dans tous les fruits et tous les baumes. Donc les baumes, ce sont les résines en fait très odorantes, le styrax par exemple, en état. Le squalène, avec une discussion intéressante, donc ça c'est une interprétation qui est très controversée, suivant les différents laboratoires, soit considéré comme pollution humaine, parce qu'on en a sur les doigts, mais là, dans cette étude, l'échantillonnage a été très très bien fait et toujours les fouilleurs ont porté des gants et ont travaillé avec du papier aluminium. Identification de deux aldéhydes, mais en fait pas de peau. Quand on regarde en détail, il y en a un, c'est pas un aldéhyde, c'est un amide. Un marqueur dérivé de protéines, donc un adduit phénylalanine proline, qui est produit par différents champignons et qui a été notamment identifié dans du malt d'orge grillé et de bière moderne. En fait, quand on fait des analyses de protéines, souvent on a cet adduit. Et du glycérol qui lui est soluble dans l'eau en partie, mais le problème c'est qu'il vient surtout de l'hydrolyse des corps gras, les triglycérides, et aussi des plastiques, qui fait partie des plastifiants. Donc on voit que cet article présente certaines limites, notamment donc les marqueurs notés en bleu qui sont des marqueurs solubles dans l'eau, donc pas très valides sur des matériaux archéologiques qui ont été lessivés. Ces marqueurs sont très généraux et universellement répandus, donc ils n'ont pas vraiment de pertinence. Donc ça, c'est l'avis que partage aussi Oliver Craig dans cet article publié en 2021, c'est qu'il faudrait faire un peu plus de bibliographie et voir quelle est la distribution dans la nature de chacun des marqueurs. Et puis, problème d'identification encore de certaines molécules, donc l'aldéhyde qui en fait était un amide. Alors enfin, au niveau bibliographie, voilà ce dernier article de Farag, publié récemment, je ne sais plus si c'est 2021, dans une revue de Nature, Scientific Reports. Et là, donc plusieurs extractions ont été menées, des composés solubles, des composés volatiles. L'infrarouge a été utilisé, voilà les spectres ici. Et en fait, vous voyez que les identifications sont faites sur des tout petits épaulements. Ici, vous n'avez pas la courbe qui descend tout droit, mais qui présente un tout petit voilà, plat. Et donc, à partir de ça, ils en déduisent qu'il y avait de l'acide lactique ou de l'acide phosphorique. Donc là, on peut vraiment discuter de la pertinence de cette interprétation. L'article, par contre, est très très précis sur les proportions. Donc 56% d'acide, 18 de cétone, etc. Là, en général, en archéologie, en organique, vu que les proportions fluctuent toujours autour du temps, on ne va jamais proposer des pourcentages. Et puis, aussi, il y a des problèmes d'identification. Donc l'infrarouge, je l'ai dit, et les analyses qui ont été faites en GCMS. Donc voilà, j'ai fait juste un extrait des tableaux d'identification. Donc là, on a des acides aminés, proline, homocystéine, pyroglutamique, ça va. Mais le premier, par exemple, la glycine trifluoroacétyle, euh, Et... Ah, on avait été coupé. alors réactivez le Voilà. bouton. Vous avez partage d'écran, c'est pas bon? Bah, on a été juste coupé pendant 30 secondes. Il faut juste repartager votre écran. Ok, je le remets. Partager. Ah, on reprend. Où est-ce que j'en étais? J'en étais là. Voilà, et plein écran.
Donc voilà, et ce problème de trifluoroacétyl, c'est que c'est pas un marqueur naturel du tout. Et ça, c'est en fait un réactif de laboratoire qui n'a pas été utilisé par les auteurs. Donc là, on voit que attention à l'identification automatique qui n'est pas contrôlée derrière marqueur par marqueur. Et pareil pour les autres aromatiques. Ici, vous avez du TBTMS, c'est un petit réactif de labo qui est identifié dans l'échantillon qui n'aurait pas dû l'être. Donc là aussi, problème avec cet article, je crois qu'on peut écarter les résultats. Alors, j'avais fait des analyses proposées par Sylvie Jurietti de Lons-le-Saunier sur ce corpus de vase. Donc, le dépôt d'Evans, un dépôt de vaisselle en bronze, du bronze final. Une première interprétation avait été faite par Jean-François Piningre d'après la typologie des vases. Et en fait, il trouvait que chaque vase correspondait à une étape de la chaîne opératoire de la fabrication de la bière. Donc, du brassage, la filtration du mou, la stérilisation, une clarification, la fermentation, puis ensuite la consommation. Donc Sylvie Jurietti m'avait demandé est-ce qu'on pouvait analyser le contenu de ces vases qui n'avaient pas été restaurés mais juste lavés. Donc on voyait encore des résidus sur la paroi interne avec là des résidus rouges et très brillants, donc des petits cristaux. Donc est-ce que c'était de l'oxalate de calcium? Est-ce que c'était autre chose? Et quand j'ai fait les analyses, en fait, par exemple, pour ce chaudron, je n'avais aucun marqueur de bière, mais du vin qui était rouge, une céréale, le millet, produits laitiers et pois de conifères. Donc là, on voit, et voilà, je présente le tableau final qu'on a publié. Donc en fait, il y avait du vin en violet partout, dans les 14 vases, sauf un vase, le pulsoir, de la poix partout, du millet dans 2 vases, et de la cire d'abeille dans 2 vases. En tout cas, on voit que les résultats d'analyse chimique étaient contraires aux propositions faites à partir de la typologie, et on n'était plus sur une fabrication de vin ou de service à vin que de production de bière. Alors, quelles sont les pistes qu'on peut envisager pour le futur? Donc, la bière, c'est d'abord des sources d'amidon, donc généralement des céréales, et une fermentation. Donc, les sucres natifs, donc constitutifs des céréales, ne sont pas du tout diagnostiques, ils sont communs à un peu toute la végétation. Donc, aucune valeur discriminatoire. On peut s'intéresser aux métabolites secondaires des céréales et notamment alors la miliacine qui permet d'identifier le millet, précisément Panicum miliaceum. On aurait donc, quand on travaille en Asie, l'oryzanol pour le riz, mais hélas, il n'y a aucun marqueur connu pour toutes les autres céréales, donc on ne pourra pas identifier à l'heure actuelle le blé ou l'orge par exemple. Alors, il y a la piste aussi des orthoalkylrésosinols, qui sont en fait des marqueurs des enveloppes des grains. Donc, ceux-ci, on les retrouve très bien et assez fréquemment en contexte archéologique. Et ça permet de dire que le grain avait été utilisé non décortiqué ou alors décortiqué. Alors, le deuxième volet, c'est la fermentation alcoolique. On a vu que d'après nos expérimentations, donc, on forme des polyols en C4, en C5. Donc, ils sont partiellement solubles dans l'eau et peuvent ne pas être identifiés dans tous les vases qui en auraient contenu. L'autre piste, c'est la levure elle-même, Saccharomyces. Donc là, un des composés majoritaires, c'est l'ergostérol et d'autres stérols en C28. Donc là, on le retrouve dans nos expérimentations. Mais ce marqueur est assez décrié par certaines écoles. Donc toujours l'équipe d'Evershed à Bristol qui décrète que ce stérol est instable. Mais en fait, quand on fait la bibliographie en biochéochimie, on se rend compte que ce stérol de champignons et de levures est retrouvé dans les sols, donc en fait est stable partiellement au cours du temps et encore plus stable quand il est absorbé dans l'argile, donc imprégné dans les parois des céramiques. Et puis, la deuxième piste, ce sont les protéines. Donc ça, c'est une voie de recherche qui est assez récente et grâce aux séquences propres des acides aminés, on peut identifier les levures et aussi les céréales.
Donc, pour le futur, ce que je propose, c'est un peu ce que j'avais fait sur le vin, pas partir surtout de ce qu'on connaît déjà, soi-disant en archéologie, qui est généralement faux, mais repartir du matériau lui-même et remettre le brassage et le brasseur au centre de l'étude. Donc, le but, c'est d'étudier la bière, donc de suivre tout le mécanisme de formation, d'élaboration de la bière, en travaillant avec des microbiologistes pour comprendre les mécanismes, au sens biologique, de travailler avec donc différentes équipes de chimie avec des techniques pertinentes. Donc, c'est maintenant la spectrométrie de masse haute résolution et qui permet donc d'identifier, alors suivant les équipes, des lipides ou des phénols. C'est ce qu'on appelle l'étude des métabolites, donc la métabolomique, ou l'étude des protéines, c'est la protéomique, donc qui permettra d'identifier précisément les céréales et les levures de fermentation. Donc, une fois que cette étape est faite, il faut travailler en archéologie expérimentale pour valider les marqueurs. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est quand les marqueurs ils ressortent à chaque expérimentation. Et puis, seulement à ce moment-là, on pourra proposer une méthode valide pour la détection de la bière en archéologie. Donc, voilà en exemple l'analyse du vase de Lazenay. Donc, cette cruche, j'en ai fait l'analyse. Donc, voilà le chromatogramme. On identifie différents matériaux, donc des produits laitiers, de la poix de conifères. En marron, des marqueurs qui sont liés aux levures. Donc, vous voyez ici l'ergostérol qui était critiqué tout à l'heure, soi-disant instable, mais en fait, on le retrouve très bien avec ses marqueurs de dégradation, c'est-à-dire qu'il n'est pas moderne, mais qu'il est ancien. On retrouve des esters de phytostérol, ça c'est pas très souvent, donc des esters hydroxycinamate, hydrocinamate, pardon, je me suis trompé, non, hydroxy, férulate et paracoumarate, qui en fait, eux, sont des marqueurs des cellules à neurones des grains de céréales. Donc là, ça tombe bien. Des petits acides et aussi le butanediol que l'on avait dans notre expérimentation et tous les acides de la fermentation alcoolique. Donc là, on pourrait vraiment dire qu'on est sur une bière. Et puis, on retrouve aussi, donc ça c'est les pics à droite en vert, des stérols végétaux qui sont anormalement abondants et des alcools triterpéniques acétylés. Donc voilà les deux ou trois que l'on retrouve. Et cette association, en fait, ce sont des astéracées, et plus précisément, dans ce cas, c'est une armoise, une artémisia. Il n'y a pas de résorcinol, donc les grains ont été décortiqués. Vous voyez encore pas d'acide oxalique oxalate. Donc, pour compléter ces analyses, on a lancé des analyses en protéomique pour identifier les céréales et les levures, mais là, les travaux sont en cours et pour l'instant n'ont pas donné de résultats. Donc, je passe la parole à Sandrine. Merci Nicolas. Alors, et moi je vais poursuivre donc cette présentation. Hop, alors, attendez, je prends un partage d'écran. Hop, hop. Excusez-moi, je vais y arriver. Partager mon écran. Tu peux couper ton écran, Nicolas? Ouais, merci. Alors, j'espère que vous voyez bien mon écran. Oui, on va le mettre en grand écran, sinon, si c'est Ah, possible. pardon. Alors, attendez. Je bascule. Hop, voilà. Voilà, super. C'est bon? Ouais. Ok. Donc, suite à la présentation de Nicolas donc, et la mise au point de la détection des marqueurs de bière, donc là, moi, je vais vous présenter le vase en question qui contenait a priori donc, la bière, les marqueurs détectés par Nicolas. Donc, ce vase
Ce vase contenait pour principal ingrédient donc, de la bière, a priori, euh, qui pourrait être une boisson donc simplement nourrissante. Mais la présence sur le vase d'une inscription réalisée avant la cuisson du vase désigne une commande spécifique qui nous a conduit à rechercher la finalité et la raison pour laquelle ce vase avait été inscrit. Donc déjà, on va le remettre dans son contexte. Donc ce pichet provient d'une sépulture, d'une inhumation, la 6-17, donc de la nécropole de Lasné à Bourges, un vaste complexe funéraire qui s'étend sur plus de 15 000 mètres carrés et fouillé dans son intégralité dans les années 90 par Jacques Troidec de la ville de Bourges. Donc, la nécropole du Bas-Empire regroupe 350 inhumations, dont 218 sont accompagnées de dépôts funéraires composés d'un ou plusieurs vases et parfois de bijoux. Et l'un des aspects les plus remarquables de cette nécropole, c'est la présence d'inscriptions sur les vases. Donc, il y a 37 des 260 vases dénombrés qui présentent des marquages, en général réalisés après cuisson. Donc, on y a identifié une sentence, des prénoms féminins, des suites de bâtonnets qui se veulent, qui évoquent des simulacres d'écriture, ou des graffitis végétalisants, et quelques signes indéterminés qu'on ne détaillera pas ici et qui ont été étudiés dans le cadre d'une maîtrise par Alix Fourré de l'INRAP, et qui est publié en 2012 dans un des volumes de Ductus. Alors, certains des vases ont été analysés et certains des vases porteurs de graffiti ont été analysés et analysés par Nicolas et qui nous a identifié par exemple de l'urine, des décoctions de feuilles de chêne ou de l'huile de ricin en préparation dans ces vases qui nous orientent vers des préparations à caractère thérapeutique. Elle démontre clairement, parfois, le lien indéniable entre le graffiti et le contenu du vase. Donc, concernant le pichet qui nous intéresse ici, donc, il vient de la sépulture 6-17 de la nécropole. Et ce pichet était déposé à la tête d'un individu, adolescent ou adulte, donc trop mal conservé pour qu'on puisse préciser s'il s'agit d'un homme ou d'une femme et préciser son âge donc le trop mal conservé aussi, donc pas de pathologie observée sur les éléments conservés. Donc le pichet était déposé, donc, comme on le voit, sur la gauche de la tête du défunt. Il s'agit d'une production régionale qui présente trois caractéristiques qui ont particulièrement retenu notre attention. En premier lieu, donc, il est mutilé, son anse est manquante, mais la cassure apparaît ancienne, alors que la lacune sur le col, comme on voyait ici, est plus fraîche. Donc l'anse est manquante, là on voit la tache inférieure, donc elle paraît manquante depuis un certain temps. Et puis donc la lacune sur le col ici qui paraît fraîche. Donc il pourrait s'agir d'une mutilation réalisée avant l'enfouissement, peu de temps avant l'enfouissement du vase. Et donc l'inscription, on voit ici, excusez-moi, a été réalisée avant la cuisson du vase. Et donc il s'agit manifestement d'une commande spécifique. Et enfin, quand on décrypte, quand on regarde de plus près l'inscription, alors on se rend compte qu'elle est spéculaire, c'est-à-dire vue comme dans un miroir. Toutes les lettres sont à l'envers. On identifie clairement 9 caractères qui correspondent à des lettres latines inscrites en majuscules, donc tracées de la droite vers la gauche. Et donc on identifie un A, R, B, D, E, H. Donc s'il s'agit d'un abécédaire, comme supposé en première lecture, force est de constater l'imprécision de l'exercice. Ceci témoignerait ainsi de l'absence de maîtrise de l'écriture de son auteur, que l'on suppose a priori être le potier, ou plus probablement le commanditaire du vase. Une analyse plus poussée montre néanmoins qu'il n'en est rien, comme on verra tout à l'heure.
Alors, concernant le contenu du vase, on se demande s'il s'agit d'une boisson simplement nourrissante ou si elle a d'autres vertus en raison de l'orientation donc, thérapeutique pose question en raison du contexte et des résultats des analyses effectuées sur les autres vases de la nécropole. Donc, concernant la bière, en premier lieu, on peut souligner que les sources antiques grecques et romaines qui nous sont parvenues sont vinocentrées, donc elles évoquent peu la bière, largement vue comme une boisson des pauvres. Et au IVe siècle, le médecin gaulois Marcellus Empiricus est l'un des rares à positiver son action en recommandant la bière chaude avec du sel contre la toux. Denis d'Halicarnasse, comme Galien, considère même que la bière, comme ses prédécesseurs, est mauvaise car elle est produite à partir de céréales pourries et qu'elle est mauvaise pour les humeurs et qu'elle est source de flatulence. Pline et Dioscoride, eux, l'évoquent également assez peu. Dioscoride mentionne de la bière d'orge pour faire uriner. Et dans ses commentaires du manuscrit de Dioscoride, Matthiole, au XVIe, signale que la prise de boisson, donc la prise de bière avec de l'ail broyé, est utile pour faire vomir le malade en cas de morsure de serpent ou d'aspic. Donc l'idée qui ressort de ces quelques sources, qui se veulent en aucun cas qui prétendent être exhaustives, hein, et avant tout de purger le malade. Par le haut ou par le bas, il s'agit de purger le malade. Et cette finalité se retrouve, si on fait une petite digression donc, dans les papyrus égyptiens, notamment le papyrus Ebers, dans lequel la bière intervient pour chasser les maux de l'intérieur du corps. Elle sert également pour des traitements contre la diarrhée et les vers intestinaux, et pour chasser les substances et les affections magiques néfastes de l'entrée ou de l'intérieur du corps, donc par l'urine. L'idée également de purger. Et on a relevé une recette très intéressante dans laquelle il faut faire macérer une plante dans de la bière douce ou du lait de vache. Donc, cette préparation sera bue jusqu'à évacuation des concrétions malsaines du corps. Donc le lait peut se substituer à la bière dans certains cas, en thérapeutique. Or, dans le corpus hippocratique, le lait est également prescrit pour purger, purifier et évacuer les substances nocives du corps. Et en médecine biologique, Nicande de Colophon, au IIe siècle avant Jésus-Christ, donc, utilise également la propriété purgative du lait, qu'il fait administrer massivement aux malades afin d'évacuer rapidement le poison du corps, par le haut ou par le bas, fait auquel Dioscoride et Pline font écho. Cels, quant à lui, l'intègre notamment dans ses antidotes contre la consommation accidentelle de Cantharide ou de Jusquiam. Il rappelle que les anciens provoquaient la purgation dans presque toutes les maladies à l'aide de différents médicaments et de la mort fréquente, parmi lesquels le lait d'ânesse, de vache ou de chèvre, auquel il faut ajouter un peu de sel, faisait bouillir pour faire boire aux malades. Pour lui, le lait est un aliment doux, nourrissant et relâchant pour le ventre, qui convient de purger en cas de maladie fiévreuse, longue ou d'excès d'urine. Donc là, retrouver les marqueurs retrouvés par Nicolas, donc la bière ou le lait, peuvent s'expliquer et d'après les sources, elles auraient des vertus évacuantes. Nicolas a également relevé la présence des marqueurs d'une artémisia, mais donc on ne sait pas, en l'absence de l'identification de la source, ça peut être donc plusieurs plantes. Donc pour l'instant, on n'ira pas plus loin pour savoir quel type quelle est la plante et quelle vertu a été ajoutée à cette bière. Donc pour l'heure, on peut penser à une boisson donc à visée purgative et peut-être fébrifuge. Alors, concernant la fameuse inscription, donc, comme on a dit tout à l'heure, donc, il s'agit d'une inscription donc, en cursive latine, composée de 9 caractères, dont le sens de lecture est spéculaire, donc une lecture à rebours. Quand on regarde de plus près, en fait, on se rend compte que donc, le premier caractère mesure 2,5 cm, alors que le dernier n'en mesure plus que 1,6 cm.
Et quand on regarde aussi le sens de l'inscription, on se rend compte qu'elle elle est ascendante sur environ 6 degrés. Donc ces différentes caractéristiques constituent un autre procédé connu comme participant pleinement à la construction de l'étrange, l'étrangeté, donc qui relevés, voilà, dans les documents magiques, tels que les tablettes de Défictio, les gemmes magiques, les papyrus grecs, et étudiés par les spécialistes. Donc, on se permet de faire un lien entre ces documents-là et cette inscription-là. Et en regardant d'un peu plus près, on se demande si, en raison des caractéristiques de l'inscription, donc régressif, ascendant et rétrograde, ces caractéristiques nous font penser à une variante du Delicio Morbi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, le Delicio Morbi, c'est expliqué dans un texte du IVe siècle, dans lequel il est expliqué que donc, pour lutter contre les fièvres demi-tierces ou hémitritées, donc écrivez sur le papier le mot abracadabra, répétez-le très souvent en allant de haut en bas, mais enlevez progressivement à chaque ligne, à chacune des lignes, pardon, tracer la lettre initiale, la lettre finale, sans jamais omettre de la retrancher, tout en marquant les autres, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule lettre, terminant cet écrit en forme de cône étroit. N'oubliez pas de nouer donc ensuite au cou ce papier-là. Donc l'idée, c'est de faire disparaître, vous voyez, le cône, faire disparaître la maladie, là en l'occurrence la fièvre hémitritée. Donc la décroissance du nom d'une maladie ou de quelque chose qui l'évoque est censée effacer progressivement la maladie elle-même, comme cela est clairement attesté dans divers documents magiques, étudiés notamment par Attilio Mastrocinque. Donc l'inscription n'est certes pas répétée sur le pichet de Bourges, mais il nous semble cependant possible d'établir un lien entre le célèbre abracadabra inscrit et l'inscription de Bourges. En effet, on constate que les 3 dernières lettres, le A, R et B, sont précisément les 3 dernières lettres du abracadabra en lecture rétrograde. Donc les 3 dernières lettres de la formule sont identiques. Donc nous serions ainsi en présence d'une variante, peut-être, de la formule palindromatique abracadabra insérée à un pseudo-abécédaire qui pourrait constituer une forme d'écriture performative. Et ce type de procédé, comme on l'a vu, donc sur les gemmes, les phylactères et les papyrus grecs magiques sont des procédés largement utilisés en médecine pour faire reculer, pour renforcer l'efficacité des remèdes prescrits par les médecins. Donc la céramique nous semble ainsi parfois au même titre que d'autres artefacts magiques, tels que les gemmes, donc les papyrus ou les phylactères, et les tablettes de Défictio, étudiées par différents spécialistes. Donc faire l'objet de commandes spécifiques et être le support de pratiques rituelles performatives entachées de magie, dans lesquelles la bière joue un rôle qui reste à définir, et qui serait donc qui pourrait rentrer dans une des substances médicinales. Je vous remercie de votre attention. Présentation très riche avec un objet assez fascinant, et on aimerait avoir plus souvent ce type de graffiti en contexte archéologique. Alors, on est un petit peu contraint par le temps, donc, mais on va quand même essayer de prendre un peu de temps pour quelques questions. Si. Alors, si vous pouvez venir. Bonjour, c'est Melania Zingarello et de l'Oriental Institute de Prague. Merci d'abord aux intervenants pour cette magnifique, pour votre magnifique intervention.
En fait, j'ai beaucoup de questions pour Monsieur Nicolas Garbier. Mais je ne poserai que deux, on va dire. La première, c'est comment ou quoi faire, on va dire, sur les terrains ou sur la fouille pour, on va dire, éviter ou pour ne pas polluer les échantillons. Et je fais référence particulièrement à l'article de Peruchini, parce que, en fait, moi, par exemple, je travaille au Kurdistan irakien et en Irak du Sud, comme d'autres gens aussi dans la salle. Et en fait, il y a quelques années, on a un peu, on va dire, considéré comme référence l'article de Peruchini. Mais il propose aussi un protocole qui est un peu, on va dire, difficile à suivre, parce que là, par exemple, il propose je ne sais pas, de réchauffer de papier d'aluminium pour 2 heures, pour je ne sais pas, voilà, pour éviter la pollution. Mais en fait, sur le terrain, nous, on est confrontés à des situations qui ne sont pas, on n'a pas vraiment, je ne sais pas, la possibilité d'avoir, je ne sais pas, un four dans lequel réchauffer les papiers pour 2 heures. C'est déjà beaucoup si on a, si on a un four pour manger, voilà. Et la deuxième question concerne, je veux dire, il y a une pratique qui est très répandue dans l'Antiquité et le fait de imperméabiliser les parois internes de vases ou au moins de certaines formes de vases avec du grès animal, du gras, désolé, oui, avec du gras. Et je me demande si, je ne sais pas si c'est là, si le fait d'utiliser du gras a un effet sur les résultats d'une éventuelle analyse des résidus. Voilà, merci. Alors, je vais essayer de répondre rapidement, puis on pourra échanger après par email. Alors, l'article de Peruchini est vraiment très bien au niveau méthodologique. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont, je dirais, pas faisables. Et alors, fouiller en mettant des gants quand on trouve un objet, ça, c'est bien. Ce qu'elle ne cite pas aussi, c'est faire attention aux crèmes solaires, surtout quand vous fouillez l'été, parce qu'à l'analyse, on retrouve des crèmes solaires. Et surtout, à ce qui est à la mode en ce moment, des crèmes solaires écolo à base d'huile d'olive, par exemple. Bon, là, l'analyse, et hélas, on retrouvera de l'olive. Donc, attention à ça. Alors, emballer les objets dans du papier aluminium, ça, c'est très bien. Par contre, la préparation du papier aluminium, je dirais que ça sert à rien du tout. Chauffer à 450 degrés pendant 2 heures, en fait, vous allez activer l'aluminium qui va réagir. Et alors, si vous prenez vraiment de l'aluminium de cuisine, ça ira très bien. Il est tout propre. Essayez de travailler sur le côté mat, parce que le côté brillant, il peut avoir des traces de gras, mais j'en ai fait l'analyse, en fait, on retrouve pas ce gras. Donc, simplement utiliser le papier aluminium du commerce pour la cuisine, ça va très bien. Sinon, tout le reste, ce qu'elle dit dans son article, ça va. Donc, ça sera plus simple. Et surtout, ouais, dans des chantiers de fouilles, si vous avez un four pour manger, mettez jamais le matériel au four, soi-disant pour enlever la matière organique, parce que là, en fait, si vous avez cuit des trucs avant, vous allez les retrouver. Donc voilà. Et sinon, alors pour les méthodes d'imperméabilisation, donc on peut utiliser de la poix, de la cire, du soufre, du gras, comme vous avez mentionné. Et ça, en fait, à l'analyse, on le retrouvera. Même en très grande quantité. Alors, si on recherche du vin ou de la bière, en fait, tous les matériaux que l'on va pouvoir identifier sont des matériaux qui ne contiennent pas les molécules de graisse. Donc, par exemple, si votre vase est imperméabilisé avec un gras animal et que dedans vous recherchez, je dis n'importe quoi, hein, une graisse de bœuf ou un ragoût de bœuf ou du produit laitier, ça sera pas possible. Par contre, identifier de la bière, donc par les marqueurs que je proposais pour le vase de Lasné, comme ils ne sont pas contenus dans la graisse, on va pouvoir les voir. Et pareil, il faut utiliser des méthodes précises, donc obligatoirement la chromatographie et la spectrométrie de masse. Si on fait une analyse avec l'infrarouge, en fait, on verra que le gras. Donc
voilà, adapter les méthodes et la méthodologie et les techniques à ce que l'on recherche et aux objets. Ça aussi, c'est important. J'avais également une question pour vous, Monsieur Garnier. C'était effectivement sur le prélèvement en fait sur le terrain. Alors, il y a à la fois l'objet, mais il y a souvent aussi donc le fait de ne pas forcément laver directement l'objet. Est-ce que ça implique quelque chose? Et surtout, est-ce qu'on prélève aussi, donc à l'intérieur de l'objet, il y a des sédiments. Est-ce qu'on prélève aussi pour témoin une quantité de ce sédiment et aussi en dehors du vase et même en dehors de la structure archéologique, c'est-à-dire une structure creusée basique, on va dire une fosse. Est-ce qu'on prélève à la fois du sédiment qui est hors de cette fosse en témoin, un sédiment qui est aussi stratigraphiquement dans la fosse et dans le vase? Est-ce que pour vous, ça apportera quelque chose de plus, surtout pour les levures? Enfin, Oui, alors on a développé plusieurs approches, c'était avec les programmes ANR dirigés par Dominique Frère, notamment le dernier Magie sur les boissons fermentées. Donc j'ai fait plein de tests déjà depuis ma thèse, donc voilà. Alors, est-ce qu'il faut vider un vase? En fait, comme on s'intéresse au dernier contenu qui a imprégné la paroi, souvent un fragment du fond, attention, c'est bien important, là où il y a eu le contact entre le liquide qui est en bas et le récipient, donc forcément un fragment du fond et pas de la lèvre, ça il le faut. Le sédiment à l'intérieur, en fait, généralement, ça sert à rien pour les analyses organiques. Par contre, si vous envisagez des analyses palynologiques, là, c'est intéressant et vous pouvez faire les prélèvements vous-même en trois strates différentes pour que les résultats ils soient exploitables. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de prélever un échantillon de sédiments à côté du vase. Ou, comme vous dites, donc hors contexte pour avoir un peu une image de la végétation environnante. Alors, c'est pas fondamental pour les céramiques parce que souvent les imprégnations, elles sont très importantes. Bon, je le fais systématiquement quand je travaille sur de la pierre, sur des galets néolithiques notamment, parce que là, et le verre et le métal aussi, parce que là, les imprégnations sont très très faibles, très vite polluées, donc il faut vraiment faire une comparaison avec le sédiment. Mais ouais, idéalement, c'est toujours bien de prélever une cuillère à soupe de sédiment, la mettre en papier alu et ensuite en sac plastique pour éviter le frottement avec le plastique et la pollution. Voilà. Et est-ce qu'il faut laver ou pas? En général, je demande aux archéologues, si possible, de ne pas laver, ou sinon à l'eau. On l'a vu, en fait, les marqueurs qui sont identifiés par les autres équipes, acide phosphorique, acide acétique. C'est en fait l'acide acétique, on le retrouve un peu partout, c'est pas du tout un marqueur. L'acide phosphorique, non plus. Donc en fait, on fait notre réflexion en analyse chimique sur des marqueurs vraiment stables et beaucoup plus pertinents comme les stérols. Donc ce que je recommande, c'est de laver, pas de laisser tremper pour éviter les contaminations croisées, mais de laver en brosse à dents et sous filet d'eau. Et surtout, une fois que le vase est lavé, de pas le toucher ou de le prendre par la tranche. En tout cas, pas mettre ses doigts là où on va prélever. Donc, pas mettre ses doigts sur la partie interne. Bah, écoutez, merci parce que justement Voilà. aussi, il y a aussi ce fait que parfois on a des résidus qui peuvent rester, des croûtes, des caramels alimentaires, etc. Alors effectivement, là, le laver, bon, si on voit pas directement, on peut peut-être en supprimer. Est-ce que du coup, là, est-ce que c'est nécessaire parce que justement, les personnes qui travaillaient sur ça, ont fait des tests en aveugle, justement, on ne voyait rien sur la paroi, mais en faisant le test, on trouve des choses. Mais si visuellement, en macroscopie, on voit déjà des choses, est-ce que là, l'intérêt, c'est de laisser en l'état, de prélever un petit endroit, etc. Voilà. Parce que. Quand il y a des résidus visibles, souvent je fais deux prélèvements. Premier, prélèvement du résidu au scalpel que je mets directement dans le papier alu, et ensuite un prélèvement de la céramique pour étudier l'imprégnation sous le résidu. Alors, en général, le résidu correspond vraiment au dernier contenu. L'imprégnation correspond surtout au dernier contenu, mais aussi à tous les précédents, parce que tout se mélange dans les pores de la céramique. Et j'ai oublié de dire, quand vous lavez les objets, laissez-les sécher avant de les emballer. Sinon, avec l'humidité, vous avez des moisissures qui se développent. Ok, bah, merci beaucoup pour ces De précisions. rien.